C'est OK pour moi. Chin avec Euh, mon petit jus de céleri. on a du vert tous les deux. Ah ouais. Donc Maxime, aujourd'hui je suis très 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 contente de faire cette interview avec toi. Enfin moi j'ai eu un petit crush sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur ton travail et tout ce que tu apportes et tu m'as tellement fait rire. Et c'est tellement juste à chaque fois que je t'entends faire ton centre des plaintes de l'univers, bonjour. Et tu abordes tellement des sujets qui sont les mêmes que ceux que j'aborde, mais sous un autre angle. Et je me suis rendu compte récemment, alors déjà on était un petit peu fait pour se rencontrer, puisqu'on s'est rencontrés dans un séminaire. On s'était déjà vu, toi aussi, je crois que tu me suivais sur les réseaux. On s'est rencontrés dans un séminaire de breathwork ensemble, où on a pu un petit peu discuter. Et puis, je me suis rendu compte, en partageant une de tes vidéos à ma communauté, qu'en fait, ma communauté t'adorait. Et je me disais peut-être qu'il y aura un petit décalage entre ma communauté et ta communauté, parce que je travaille avec donc les personnes hyper empathiques, qui sont plutôt que des cadres et dirigeants. Et en fait, je crois que quasiment 70% des gens te connaissaient, te suivaient. Certains m'ont dit ah mais j'attends trop, j'ai demandé à mes enfants qu'ils m'offrent son livre pour Noël. Donc ce livre que j'ai là, dont on va parler. Voilà, donc ça m'est venu vraiment comme une évidence, à la fois pour mieux te connaître, parce que j'en ai envie. Et comme je dis souvent, tu me fais penser à deux de mes enfants, donc t'es un peu mon fils spirituel, comme j'aime le dire avec humour. Et donc, c'était pour mieux te connaître, pour mieux te comprendre aussi, et puis aussi pour servir ma communauté qui a envie d'en savoir un peu plus sur toi et qui pourrait vraiment bénéficier de la manière dont tu apportes les choses, même si on parle des mêmes sujets. Moi, je crois, et on en a parlé hier au téléphone, que l'humour et l'art, ce que tu vraiment manies à merveille, je trouve, et en plus, je viens d'apprendre que c'était sans avoir vraiment travaillé ça, c'est vraiment inné chez toi, c'est un talent autodidacte, eh bien, en fait, tu touches les cœurs à un endroit encore plus direct, je trouve, et je voulais en faire bénéficier ma communauté. Donc voilà, tu es jeune, tu es plein de talent, tu es à la fois pour moi thérapeute et écrivain, artiste de poésie et humoriste. Donc pour moi, je trouve ça vraiment top. Je pense que j'aurais rêvé être ça. Donc est-ce que tu veux te présenter en quelques mots pour compléter ce que je viens de dire? Et je rappelle, enfin non, je rappelle pas, je le dis parce que je l'ai pas encore dit, qu'on est en train de discuter, de faire un atelier où on va partager des choses avec la communauté, les personnes qui sont intéressées par ces sujets sur l'hypersensibilité empathique, l'amour, la relation. On n'a pas encore choisi le thème, on est en train d'en discuter avec Maxime, mais il vous apportera beaucoup de valeur dans cet atelier et j'ai hâte qu'on l'organise. Waouh. Mon cœur, en tout cas, est ravi d'honorer ton invitation, Sophie, et de connecter un peu plus avec toi. Et, et comme tu l'as décrit aujourd'hui, pour pouvoir me décrire, c'est assez peu évident parce que je ne crois pas nécessairement à la notion de métier. Je trouve que c'est assez désuet. Et comme t'as pu le dire, aujourd'hui, j'essaie de pouvoir être moi dans différentes dimensions parce que moi, j'ai commencé en étant professeur des écoles il y a quelques années. Et les enfants m'ont donné finalement l'amour de sentir à quel point le fait de donner de la lumière, de permettre aux gens d'avoir confiance, de permettre à une classe, à un groupe d'être bien, de restructurer ses capacités, de gagner en clarté, etc. Et ben, ça a été finalement le premier motif qui m'a permis de comprendre que je voulais être thérapeute et accompagner dans cette dimension-là. Donc, c'est ce qui a fait que j'ai bifurqué vers de la thérapie. Et là, je me suis dit, oh, ça va être mon nouveau métier, super, Maxime, t'as trouvé ta voie. Et puis, une fois qu'on y est, on fait ça pendant 1 an, 2 ans, parce que je suis assez, alors j'allais dire chanceux, mais oui et non, mais en tout cas, j'ai pu prospérer assez rapidement mon activité. Et ensuite, à ce moment-là, ah ben non, en fait, j'ai un autre désir qui apparaît, je me sens pas du tout complet, je me sens pas du tout nourri par toutes mes casquettes. Et donc, du coup, il y avait d'autres parts de moi qui cherchaient à exister, dont celle qui avait besoin de créativité, qui avait besoin de magie, qui avait besoin de choses différentes dans son quotidien pour créer plus d'amour. Et donc, pour moi, l'humour, c'est de l'amour. Donc, c'est ce qui a fait que je me suis assez rapidement aussi dirigé vers des formes de comédie dans mon approche. Et en fait, dans un premier temps, c'était vraiment avec un but de m'amuser sur les réseaux sociaux, tu vois. J'essayais de m'amuser et en même temps, tu vois, d'une certaine manière, en m'amusant, j'attirais des gens qui voulaient être accompagnés à mes côtés. Donc c'était double gain. Et puis ça a continué jusqu'à un moment donné, ça prenne plus de place, jusqu'à ce qu'à un moment donné, au-delà de l'accompagnement, je me dis, OK, je vais commencer à mettre des billes là-dedans parce que ça me fait vraiment du bien. Je me sens de mieux en mieux là-dedans. Donc j'ai commencé à réduire un peu l'accompagnement, à créer de plus en plus de contenu,
Donc avec ce CPU justement qui essaie de vulgariser certains principes psychologiques d'une manière humoristique, tout simplement parce que c'est moins frontal aussi pour les gens l'humour. Ils se sentent moins invectivés par un petit jeune de 28 ans qui débarque et qui leur apprend la vie alors que j'apprends absolument rien. On redit les choses d'une manière différente de toute façon. Et puis voilà, sur ce chemin, aujourd'hui, j'essaie de me nourrir de toutes les casquettes. Je fais aussi de la direction de colonies de vacances, certains étés à Génial. l'étranger. Donc voilà, j'essaie de me nourrir de toutes les manières, puisqu'à chaque fois que j'honore pas une certaine partie, alors je sais pas si c'est une chance ou pas, mais j'ai mon corps qui grosso modo revient à l'œuvre et qui me dit, là, c'est un personnage que tu as trop longtemps nourri, ça te fait du bien, c'est une part de toi, mais c'est pas tout en toi, et tu es en train de te perdre que dans la profondeur. Ah, j'ai besoin de légèreté. Ah, j'ai pas besoin de traumatisme. Ah, là, j'ai besoin de quelque chose d'autre. Donc, j'essaie d'articuler un petit peu toutes ces passions avec un emploi du temps, avec des contraintes matérielles, financières, etc., de manière à ce que je me sente juste bien. Donc, je suis un peu thérapeute, artiste, humoriste et directeur de colo à la fois. Génial. Bah, c'est bien ce que je sens chez toi, c'est ce côté multipotentiel, ce côté slasher, hein, comme on dit aujourd'hui. Et c'est intéressant parce que tu l'incarnes vraiment d'une manière. euh, Tu vois, il y en a qui peuvent penser, oui, slasher, c'est un peu éparpillé, dispersé. Et toi, tu dis non, c'est dans mon corps, ça me rappelle. Ah, c'est vraiment, c'est un appel de la source de la création, comme j'aime l'appeler, euh, à ce que tu doives investir toutes ces parts-là, sinon tu n'es pas bien. Donc en fait, c'est ta mission d'investir toutes ces parts-là. Mon premier thérapeute, qui était en fait un vieux sage qui n'avait ni formation en psy, ni rien du tout, qui avait juste énormément vécu et qui était passionné des fonctions de Jung, disait, la vie va faire que tu te sentes mal à chaque fois que tu n'auras pas toutes les parts que tu es venu incarner et déployer. Parce que tu arrives avec un potentiel, mais c'est un potentiel à déployer. Et notamment quand on est hyper empathique, comme je crois est ta communauté et la mienne, eh bien en fait, si tu fais un job qui ne te permet pas d'utiliser ce talent, eh bien en fait, tu vas avoir un feedback back de la vie où tu n'es pas bien et ça vient te pousser vers ça. C'est pour ça que le mot job, que le mot métier, que tout ça, je trouve ça assez obsolète dans le sens où, à part s'il y a certains jobs qui permettent d'honorer toutes les casquettes en même temps. Pour l'instant, moi, j'en ai pas trouvé un qui me permette vraiment d'être vraiment tout ce que j'ai besoin de manière assez uniforme. Eh bien, je ne trouve pas mon unité. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la notion de métier, en fait, je m'imagine un petit peu comme à l'époque, tu sais, comme s'il y avait une tribu. À l'époque, la mama, j'en sais rien, qui prenait soin de sa tribu, qui peut-être dorlotait certaines personnes, leur donnait confiance, mais en même temps, elle devait faire à manger, elle devait cuisiner. Peut-être que le soir, elle avait une autre fonction. Et en fait, c'est dans l'équilibre de toutes ces fonctions qu'elle trouvait son unité. Et j'ai l'impression que nous, le consumérisme et la société de consommation et l'adaptation qu'on a voulu avoir, a fait que finalement, on a voulu se ranger dans ce mode-là et que mine de rien, il y a beaucoup de gens qui arrivent à trouver leur équilibre dans le côté professionnel. Donc, je fais mon petit métier, mais à côté de ça, je sors avec mes potes, etc., etc. Et que moi, et pour beaucoup aussi, ça ne suffit pas parce que c'est comme ceux qui se disent, pas grave, je suis bientôt en vacances. Ça vient quand même du postulat du fait de se dire que le reste du temps, je suis pas en vacances, je suis au travail en train de faire quelque chose qui me nourrit pas nécessairement. Et moi, je me suis dit, bah non, mais j'ai pas envie de ça. Je vais essayer en permanence de faire des choses qui me font que du bien, tout le temps du bien, tout le temps du bien. Et effectivement, c'est dans ça que je retrouve mon unité, puisque si je ne le fais pas et que je reste dans cette posture de thérapeute, par exemple, si pour des raisons financières, je vais être thérapeute pendant un an et demi, 2 ans. Voilà, c'est ce qui s'est passé. À bout d'un moment, c'est comme si mon petit humain qui meurt envie de rire, de créer, de chanter, de danser, et non pas qu'à l'extérieur, mais d'inviter dans la transmission aussi à ça, et de créer en lien avec ça, mais il y a quelque chose qui me manque, parce que le guide, il est là, il trouve sa posture, oui, j'ai besoin d'accompagner, mais il y a quelque chose qui, pour l'humain, autre chose, et c'est pour ça que beaucoup de thérapeutes, je pense, parfois, ont parfois aussi ce petit manque que je retrouve parce que j'accompagne aussi des thérapeutes, et parfois ont ce petit manque de vitalité. Parce qu'à force d'accompagner, où est-ce que moi je trouve profondément ma joie aussi ailleurs? Et est-ce que parfois ma posture d'accompagnant ne vient pas trop nourrir, on va dire, la profondeur, et du coup je manque de légèreté et je meurs d'envie de beaucoup plus de peps, de vitalité. On sent que tu es à la fois ce thérapeute et la personne qui va en thérapie, en fait. Et je trouve que dans ton livre, et moi c'est pareil, je parle de l'expérience, je ne partage rien que je n'ai vécu finalement, et c'est pour ça qu'on accompagne peut-être ces profils-là, c'est parce qu'ils nous ressemblent fort. Dans ton livre, c'est vraiment, je trouve, incroyable parce que tu abordes plein de sujets on sent que c'est des sujets vécus pour toi. Tu abordes beaucoup le sujet
des relations, de l'amour, de la relation à soi, ces syndromes dont on parle souvent chez les hypersensibles empathiques, syndrome du sauveur, ce syndrome du contenteur, moi j'appelle ça le syndrome du contenteur, qui est un peu différent du syndrome du sauveur. Tu commences d'ailleurs ton bouquin avec ce syndrome du sauveur. Comment ça t'est venu le choix de ces thématiques-là en fait? Est-ce que c'est les thématiques que tu as préféré aborder chez toi? Est-ce que c'est les thématiques que tu as abordées le plus en tant que thérapeute? Comment ça t'est venu? Exactement ce que tu mentionnes, les deux à la fois. C'est à la fois les problématiques qui sont venues majoritairement en accompagnement et à la fois ce que moi j'expérimente. Je sais qu'il y a certains chapitres qui sont le fruit de certaines choses que j'ai la sensation d'avoir consolidées à l'intérieur de moi. Par exemple, le syndrome du sauveur, j'ai la sensation de bien distinguer quand est-ce que je vais pouvoir être acteur dans le processus d'accompagnement de l'autre et en même temps quel est l'endroit où moi ça m'est utile, où là je cherche de l'amour, où là en fait, ben, mine de rien, avec le syndrome du sauveur, je soumets l'autre d'une certaine manière à un service et j'essaie de me sentir utile. Bref, ça c'était les choses que j'ai besoin de vulgariser parce que consolidées et donc je transmets. Et d'autres choses, par exemple l'abandon à la fois, il y a un chapitre 8 qui est vraiment en lien avec un abandon beaucoup plus profond de soi à soi, de ses valeurs, de ce que nous, on sent qu'on porte à l'intérieur de nous et qui n'est qu'à nous à l'intérieur de nous, que moi, j'expérimente en ce moment, notamment en lien avec une maladie inflammatoire, avec des choses qui ont fait que, waouh, en fait, si je ne me livre pas à cette foi-là, comment est-ce que je vais pouvoir dire à mon corps que je l'habite pleinement? Et donc, ces problématiques, je les ai écrites pour moi, dans cette mesure-là. Hmm. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment un équilibre entre les deux, une sorte de guide conseil de ce que j'ai besoin et que ce que j'avais besoin de faire entendre à mon corps à ce moment-là pour lui dire, regarde, je l'écris, donc je vais l'incarner, Loulou, regarde. C'est génial parce que plus je parle avec toi, plus je me rends compte à quel point je comprends les affinités qu'on peut avoir. Et un mentor m'a dit récemment, toi, il faut vraiment que tu arrives à incarner toutes tes dimensions d'intelligence, de profondeur et d'humour. Et toi, tu es vraiment dedans à 200%. Et je trouve que tu es allé vraiment plus loin que moi dans ce côté humoristique, dans la profondeur. Et ta profondeur, on sent qu'elle vient d'un vécu. Et c'est intéressant parce que toi et moi, on en a discuté il y a pas longtemps. Il y a cet humour qui vient toucher les cœurs, qui vient apporter de l'espoir, qui vient apporter du rire, qui vient apporter du plaisir. Et on sent que tu le fais aussi depuis un espace où il y a eu beaucoup de souffrance et où quelque part, finalement, tu es en recherche. Et en ça, on se ressemble aussi, puisque j'ai des maladies chroniques inflammatoires et des douleurs chroniques. Euh, on cherche le bonheur, l'espoir, la lumière dans l'ombre et on est allé vraiment plonger dans nos ombres profondes. Et on sait que c'est l'intégration des deux qui va nous permettre de tirer la meilleure expérience de cette vie. J'aimerais explorer avec toi comment tu utilises l'humour pour transcender les souffrances et la douleur. Comment, quand tu vas mal, tu trouves cet humour? Peut-être Mhm. dans ton processus créatif Ouais, pour ouais. qu'on puisse aider les gens qui nous écoutent. Parce que ce qu'on veut aussi, c'est faire des choses accessibles pour ces gens. Et c'est vraiment ce que tu fais dans ton livre. La vulgarisation, moi, je trouve que c'est le propre des grands qui arrivent à vulgariser ces concepts si profonds d'âme et de science. Hein. Moi, tu sais, ma boîte s'appelle Âme et Science. Donc, pour moi, il y a vraiment de la science derrière tous ces sujets de Mhm. l'âme. Mhm. Comment toi, quand tu es down, d'ailleurs, est-ce que tu crées quand tu es down ou au contraire, il faut que tu sois bien pour pouvoir créer toutes ces petites capsules de... Comment ça devient, quoi? Ah ouais, les deux. Absolument les deux. Je dirais que l'écriture intervient davantage au moment où je suis dans le down, où j'ai une souffrance, où il y a quelque chose qui me fait trop de mal vis-à-vis du rapport que j'ai avec l'humanité. J'en sais rien, peut-être souvent un rapport à l'injustice ou une colère où je me dis, oh là là, j'ai cette colère-là. Comment est-ce que je vais essayer d'utiliser ma colère pour faire passer un message à l'humanité et permettre de, par exemple, le fait de ne pas être compris, c'est quelque chose qui peut encore me causer encore de certaines souffrances. Et du coup, à ce moment-là, j'essaie de me donner les conseils dont j'ai besoin et donc du coup j'essaie vite de m'écrire certaines choses. Je vais pas par contre le passer en vidéo tout de suite parce que j'ai besoin d'abord de retrouver un état d'être pour pas être dans du positivisme toxique ou pour pas ne pas écouter ma souffrance. Mais par contre, ça va être qu'après que je vais le mettre en vidéo et quand je vais le mettre en vidéo, ça va me permettre d'incarner la chose et de dire à mon cœur, regarde, je prends soin de toi et par exemple dans la thématique du fait de ne pas être compris, ben, en transmettant ceci à l'autre, et c'est aussi ce qu'on fait en accompagnant, et quand on parle à l'autre, on parle aussi souvent à soi et on cherche à incarner, à structurer, à ancrer certaines vérités en soi, eh ben, je vais expliquer que effectivement, le regard de l'autre n'est qu'un miroir de ce que tu juges à l'intérieur de toi, et que ceci, et que finalement, si toi, tu te comprends extrêmement profondément, tu es capable d'être l'oreille attentive que tu cherches partout à l'extérieur. Et, et cette manière de l'incarner, c'est une manière pour moi de trouver de l'amour de soi, parce que dans le fait
de ces maladies chroniques et de cet amour de soi parfois vacillant, il y a une chose qui est très importante, c'est le fait de ne pas s'abandonner, de ne pas se lâcher la main. Et en fait, quand j'incarne ça et que je transmets cette vidéo-là, le fait d'avoir de l'humour et de rire de ça, c'est une manière de dire je te vois, je te tiens la main et en même temps, je te donne un peu de joie. Parce que si je t'écoute pleinement, c'est comme si je faisais intervenir une autre partie de moi. Si je t'écoute pleinement dans ta souffrance, dans le fait que tu ne te comprennes pas, eh bien, on se vautre ensemble. Et il y a quelque chose qui fait que je veux te montrer qu'on se comprend, je suis avec toi, et en même temps, je veux te diriger vers la joie, qui est une porte parfois de sortie. Qu'est-ce qui me met en plaisir? Qu'est-ce qui me met en mouvement? Qu'est-ce qui fait que j'en fais quelque chose? Qu'est-ce qui fait que je l'utilise? Hop, je le transforme en joie, et derrière, ça lui donne une raison d'être. Et juste cette raison d'exister, et en plus de pouvoir transmettre, ça me permet d'y trouver du sens et de la joie, et ça suffit à mon corps parfois pour dire, allez, enough, la souffrance est passée. Sans que j'ai voulu nécessairement le travailler, faire un énième EFT, faire un truc. Il y a un truc qui fait que la joie me suffit à sortir de la souffrance, parfois. Mm. Mais la joie issue quand même d'une certaine écoute de cette souffrance, hein. Oui, c'est ça, c'est tu. Moi, je parle de tunnel en fait à traverser, un peu comme les courants de Baïne, où tu te fais absorber par le fond et tu te laisses, tu te lâches et tu acceptes d'être absorbé par le fond pour pouvoir ressortir de l'autre côté dans la lumière. Hmm. Et c'est vraiment en passant par là. Si tu luttes et que tu veux essayer d'être dans la lumière tout de suite sans passer par le fond ça ne marchera pas. Ne pas s'abandonner, ce que tu disais tout à l'heure, c'est vraiment un de mes messages clés en fait dans ce que j'appelle la verticalité intérieure, le leadership intérieur vertical. C'est vraiment à un moment donné, je dis si on a une boîte d'empathie et 100% d'empathie à donner, et ben en fait l'idée c'est 51% d'empathie pour soi, 49% pour les autres. C'est-à-dire que oui, on veut intégrer tout et tout le monde dans notre empathie, mais s'il y a un arbitrage à faire, ça va toujours commencer par nous, et notamment de se reparenter, d'être sa propre mère, son propre père, dans les instances archétypales, c'est-à-dire la mère qui va venir consoler, qui va venir prendre dans les bras, qui va venir juste accueillir sans essayer de corriger, et le père qui va venir protéger et non pas corriger, qui va venir mettre des limites, dire stop, etc. Donc c'est Ah, beau, je trouve, ce... j'avais jamais vu ça comme ça, tu vois, et c'est extrêmement pertinent. Comme si la mère, elle venait m'accueillir dans ma souffrance, me dire, elle me donne les petits mots, et donc moi j'écris les petits mots que je me comporte comme une mère, je lui écris ce qu'il a besoin d'entendre, et ça lui fait du bien. Et puis derrière, le papa qui arrive et qui dit, bon, ben c'est bon, il faut qu'on se sorte de là, maintenant, à un moment donné, on avance, tu vois. Et effectivement, qui fait que l'énergie masculine peut prendre place d'une manière plus saine pour alchimiser ça, tu Exactement. vois, et justement faire briller son petit diamant intérieur pour pouvoir Mm. lui permettre d'avoir des faisceaux lumineux qui vont jusqu'aux autres, quoi. Et je trouve que c'est ça qui ressort dans ton centre des plaintes de l'univers. Il y a toutes ces instances qui sont là, en fait. Tu vois? Parce que tu les secoues avec tes petits mots. Alors, je crois que j'en ai noté certains. Je peux les partager ou pas? Bien sûr, bien Comment sûr. tu appelles les personnes? Et il y en a tellement. C'est-à-dire qu'il y en a 5 par page. Ma petite coccinelle, mon petit colibri, ma petite licorne en burn-out, je l'ai adorée. Ma petite éclaireuse des tropiques, pimprenelle, petit pétunia, ma perruche. Et vraiment, il y en a 150 autres. J'en sais rien. J'en sais, mais alors tellement rien. En fait, avec mes amis, je suis pareil, quoi. Je vais arriver. Ah, ma petite perruche! Comment ça C'est va, mon vrai. petit loup, mon petit bébé? Enfin, toujours, je vais avoir des petites. Après, je le travaille quand même et je lui donne une autre touche dans mon service, dans ma création. Mais c'est quelque chose d'assez naturel. Et en fonction de la problématique, en fonction de la personne, comment je la ressens, en fonction de ce que je vais chercher aussi. Ou des fois, je vais chercher synonyme sur Internet quand il y a quelque chose qui vient et qui fait que. Mais c'est un truc qui est Mm. extrêmement naturel, quoi. Ça, sur le processus d'écriture, pour le coup, il naît extrêmement rapidement du cœur, quoi. C'est pour ça que ce livre a Mm. quand même été conçu assez rapidement. C'était une de mes questions parce que tu sais que je suis en train d'écrire un livre sur l'empathie et du coup, comme tu as de l'avance sur moi, je voulais vraiment savoir comment ça s'était passé pour toi, cette écriture. Eh bien, lui, en l'occurrence, c'est ce format-là. C'est pour ça que je préférais passer par ce format avant d'un autre format plus roman, plus assez différent. En l'occurrence, ce format-là a vu le jour extrêmement rapidement, puisque tout simplement, quand c'est dans cette joie, dans ce plaisir, etc., ça demande peut-être une moins grande introspection à l'intérieur de moi. Ça demande
un autre effort. Et donc cet effort créatif-là a été assez instinctif, ce qui fait que le livre a été écrit en 4 mois, en fait. Que ce soit le texte en Mm. prose, ou que ce soit les poèmes, ou que ce soit après les QR codes qui ont été plus longs à tourner, hein, parce qu'il y a des sketchs qui sont dedans aussi avec les QR codes. Il y a des vidéos qui sont filmées aussi en train de lire la poésie. Donc ça a été tourné plutôt courant juillet-août. Mais voilà, quoi, moi j'ai écrit de mars à juin, donc mars, avril, mai, juin. Et grosso modo, ça a été pondu en 4 mois parce qu'en fait, ça me fait du bien, quoi. Tous les sketchs qui sont dedans, c'était des sketchs que tu avais déjà tournés sur Instagram ou t'en as Pas, créé des nouveaux? Pas pas du du tout. tout. Tout a été C'est des créé nouveaux. pour le livre, hein. Ouais, ça a été vraiment tout créé pour le livre et surtout, ils sont un peu plus longs parce qu'après, quand je mets les vidéos derrière en QR code, on est Ouais. sur 5 minutes de vidéo. Sur Instagram, c'est toujours 1 minute 30 en général le format. Donc, non, ça a été créé vraiment spécialement pour le Oui, livre. je trouve que, excuse-moi de te couper, mais je trouve pour les gens qui nous écoutent que tu vas plus loin dans le livre. Ouais. Ah ouais, 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 Ça ouais. va vraiment plus loin que. Il y a de l'humour, mais il y a énormément de contenu thérapeutique aussi. Et surtout, je trouve que là où ça permet d'aller plus loin avec ce format, c'est qu'on a le rire qui intervient avec la BD, avec les prises de conscience, avec la vulgarisation, c'est une chose. Et ça vient beaucoup toucher le mental malgré tout. Et le rire, alors moi j'adore que les gens rient, il n'y a pas de souci. Mais parfois, j'aime aussi prolonger la prise de conscience et je trouve que la poésie et le texte en prose vont toucher à d'autres parties du cœur. Ce qui fait qu'on rigole, on rigole. Bon, déjà, on se prend un petit uppercut avec la BD, on rigole. Ensuite, on vient chercher le poème qui nous prend à un autre espace, à un autre endroit. Et derrière, on est cimenté par la lecture, etc. Et j'ai l'impression que, hop, le corps, il est un peu obligé d'être saisi par un truc de, oh, ok, ok, bon, ben voilà, j'ai reçu ce que j'avais reçu et la petite graine, elle est posée. Parce que la graine, j'ai l'impression qu'elle peut faire un peu plus de contours que d'habitude. Elle peut aller chercher différents espaces, alors que d'habitude, peut-être que ça s'arrête là. Et je pense que beaucoup de gens, malheureusement ou heureusement, il n'y a rien, il y a pas à commenter ça, mais s'arrêtent là. Et j'imagine que de prolonger la prise de conscience directement avec mon énergie, hein, du poème, ça permet de comprendre vraiment comment moi j'essaie d'incarner cette énergie parce que j'essaie vraiment de transmettre à quel point c'est cette pluralité d'approche qui me permet de trouver de la résilience, parce que de l'humour, c'est sympa, mais parfois, le standardiste, il va pas assez porter la souffrance et légitimer la souffrance. On est là, oh ma petite pimprenelle, tu comprends bien que les autres ne sont pas comme... Oui, mais bon, si les choses peuvent être aussi humoristiques parfois, je veux en rien qu'elle puisse nier la souffrance, la difficulté que ça Mm. représente parfois de sortir de certains espaces, hein. Et parfois, les poèmes, je trouve qu'ils légitiment plus ça. Et donc, du coup, l'ego qui est en Mm. souffrance, il arrive aussi à être cueilli. Et hop, ça ouvre. Mm. Merveilleux, écoute, c'est vraiment ce que j'ai ressenti dans ton livre et ça m'a touché particulièrement parce que je fais du coaching intégral, donc c'est vraiment venir toucher nos parts à la fois cognitives, émotionnelles, corporelles et intuitives transcendantales, on va dire. Et je trouve que c'est vraiment ça que ça apporte ton bouquin. C'est à la fois, il y a une compréhension très cognitive, tu as quelque chose de très de l'ordre de la capacité d'expliquer avec des mots cognitifs très poussés, des raisonnements, de l'analyse très poussée, ce qui va se passer presque scientifiquement pour ces personnes qui ont de la dépendance affective, qui souffrent, etc. À la Mm. fois, il y a ce côté humour qui vient toucher le cœur et cette dynamique vraiment qui nous embarque dans un mouvement. Il y a ces poèmes qui sont vraiment, je trouve, qui nous, comme toute la poésie, mais tu as vraiment un art, je trouve, dans la poésie, qui nous reconnecte à ce côté intuitif transcendantal, ce grand tout, quelque chose qui, voilà, qui est de l'ordre de la spiritualité laïque, qui vient toucher à un niveau encore plus grand. Et puis, tu as raison, ça vient s'intégrer dans le corps. Il y a beaucoup de bah déjà le rire hein, nous reconnecte au corps et on sait à quel point toi et moi pour accompagner des hypersensibles empathiques le retour au corps est la clé. C'est pour ça peut-être qu'on a vécu des choses particulièrement difficiles toi et moi, c'est que dans la douleur du corps, le retour au corps est un challenge encore plus grand et je voulais te parler de ça un peu par rapport à tes maladies chroniques. Comment tu les vis et qu'est-ce que l'humour t'apporte là-dedans? Qu'est-ce que d'avoir écrit ce livre peut-être t'a permis? Merci pour cette question, Sophie. Ça me permet de remettre aussi de la conscience sur le process et sur le chemin et ce pourquoi j'ai écrit ce livre quelque part. Je pense que les maladies chroniques et ce retour au corps, il est d'autant plus difficile que, il y avait une certaine appréhension à rejoindre la matière. Alors quand je parle de matière, il y a quelque chose de l'ordre du fait que quand on plonge dans le spirituel, quand on plonge dans la compréhension de soi, oh ben, parfois on n'arrive plus à retourner avec quelque chose de parfois plus tangible, de plus vrai, de quelque chose de l'ordre du pipi caca, quelque chose qui est plus terre à terre en fait, quelque chose qui est
plus vraies. Et en fait, c'est parce qu'il y a certaines souffrances qui sont dans ces espaces-là. Et donc, du coup, on n'arrive pas à les réinvestiguer, ces souffrances. Et donc, du coup, on refuse, entre guillemets, de revenir à terre. Et moi, ce livre, il m'a permis aujourd'hui d'opérer une certaine réconciliation et de dire à mon cœur, bon, écoute, je vois bien qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de choses à exprimer et que tu n'as pas, on va dire, le cadre pour pouvoir le faire parce que tu n'arrives pas à trouver une pierre sur laquelle te poser sur Terre. Et ce livre, c'est comme si, en fait, mon humain, ça lui permettait d'avoir une pierre sur laquelle il peut poser sa largesse, son amplitude, sa densité, et une pierre qui est assez large pour lui dire, regarde, aujourd'hui, tu existes en tant qu'écrivain, c'est une posture qui te fait du bien, tu existes aussi en tant que thérapeute, mais en fait, j'ai augmenté la capacité de ma pierre à pouvoir recevoir l'entièreté de ce que je suis. Et donc, en étant écrivain, c'est comme si je permettais à mon âme d'accueillir plus de d'elle, et donc que mon corps, il se sente mieux accueilli. Je ne sais pas du tout si je suis clair, parce que là, je parle vraiment avec ce que je ressens, mais c'est comme si mon corps physique, je pouvais mieux pénétrer la matière et m'ancrer en moi parce que je lui crée aussi la matière pour avancer. Parce que moi, alors je faisais du bien à mon corps, des méditations, des ceci, des cela. Mais oui, mais une fois que je sors de ma méditation, qu'est-ce que j'ai créé dans ma vie qui me permette de m'accueillir? Comment est-ce que je peux vraiment m'accueillir pleinement si en fait j'ai pas la structure et qu'en fait je continue, admettons, à être professeur des écoles? Mais oui, mais tu me dis que dans ton âme, il y a besoin de créer, d'ouvrir, de transmettre. Et pour l'instant, tu n'as pas créé t'as pas créé la posture matérielle sur Terre qui te permet d'accueillir ça. Et donc aujourd'hui, être écrivain, intervenir en conférence, prendre cette place sur les réseaux sociaux, ça me permet de dire à mon humain, regarde, je te crée la structure pour que tu puisses te déposer. Et tu vas peut-être Mm. enfin pouvoir te sentir en sécurité parce que tu as toujours associé le fait que si tu revenais, tu n'étais pas en sécurité puisque tu allais devoir t'adapter. Mais regarde, je t'ai créé un truc où tu n'as plus besoin de t'adapter. Je t'ai créé un truc où tu peux être écrivain, tu peux être thérapeute, tu peux être humoriste. Je t'ai créé une super pierre. Alors reviens avec moi. Et finalement, ça permet à mon corps de se sentir mieux et de se dire, ah ouais, j'ai plus besoin de choisir puisqu'il a créé encore une nouvelle posture. Et en plus, cette posture, elle était nécessaire parce que moi, je me cachais beaucoup derrière les réseaux sociaux. Vraiment, avec tellement d'amour, je me cachais et je me cache encore parce qu'on se cache toujours à certaines parties de soi. Mais c'était plus facile d'être derrière un écran que de rencontrer les gens en physique. Moi, j'ai toujours un syndrome de petitesse et de vouloir me faire plus petit que je ne le suis et de vouloir me diminuer. Et quand on se retrouve face aux gens qui nous donnent des compliments, etc., j'étais en mode, oh là là, c'est compliqué. J'ai pas envie qu'on me voit comme ça, j'ai pas envie qu'on me donne de pression, j'ai pas envie qu'on enfonce trop sur qui je suis. Et en fait, j'ai été assez obligé de le vivre, puisque il y a des dédicaces, il y a des temps de rencontres, il y a un certain succès aussi qui est arrivé grâce à ce livre et avant, et qu'en fait, auquel je suis obligé de me confronter. Ah putain, bah ouais, là, je suis confronté au fait de briller. Et du coup, je me retrouve mal parce que je me trouve pas bien parce que toutes les loyautés que j'ai avec ma famille, merde, ça fait chier, quoi. Je suis obligé de les transcender de cette manière-là. Et en fait, ce métier, ça a été un moyen de devoir être obligé de transcender ces loyautés parce que je ne pouvais plus avancer sans accueillir mon succès et sans accepter l'endroit auquel ce succès me renvoyait, cette posture d'auteur me renvoyait. Et voilà. Et du coup, je crois que ce livre, il a permis à mon corps de, de pouvoir trouver de la justesse, de la justice aussi, je dirais. Même de la justice plus que jamais, puisque j'ai été auteur près de plume, ghostwriter, et j'ai écrit pour des influenceurs. Et à ce moment-là, toute ma blessure d'injustice était réveillée, quoi. J'avais la sensation de me faire un mal, mais un mal de chien. Et Mm. je me suis fait un mal, mais en même temps, c'est là où j'ai découvert ma lumière. Et du coup, c'est une justice aussi pour dire, regarde, je t'ai écouté et tout ce temps-là, et à ce moment-là, j'étais même pas encore sur les réseaux sociaux, hein. J'écrivais pour des influenceurs des livres. Et qu'est-ce que je suis devenu? Créateur de contenu et j'écris un livre. Et du coup, Excellent. tant que je te le dis, je le réalise encore plus. Et c'est vrai que ça a été un sursaut, en fait, de me dire, mais plus jamais, quoi. En fait, il y a un plus jamais qui s'est dressé à l'intérieur de moi. Et en fait, j'ai honoré mon plus jamais. Et j'ai honoré le fait que je sois capable. Génial. Plus jamais, tu vois, c'est vraiment le père intériorisé, cette force de protection. Plus jamais, tu vois. Un enfant se fait abuser, son père, il repousse les agresseurs en disant plus jamais. Et je serai là à partir de maintenant. Ça m'évoque tellement de choses. Je voudrais rester concise, mais c'était intéressant parce que ma question initiale, c'était sur les douleurs et la transcendance euh, par l'humour, etc. Et tu as beaucoup parlé de d'alignement en réalité et Mm. de faire ce que ton âme est venue faire et pour qu'elle se déploie. Et on sait qu'on est on n'est pas des corps qui essayons d'avoir une vie spirituelle, on est des êtres spirituels qui avons une vie incarnée dans des corps. Et tu as parlé beaucoup, voilà, de ça, de finalement faire ce qui est bon pour nous, alors qu'on parlait de douleur et de transcender la douleur.
Donc pour toi, tu relis directement ça. Tu as parlé aussi de loyauté familiale. Finalement, c'est comme si à la fois t'aligner, qui voulait dire peut-être couper quelques loyautés familiales, était la clé pour à la fois embrasser et que ces douleurs et les dissoudre, plus ou moins. Qu'est-ce que Ouais. tu en penses? J'en pense qu'il y a une femme qui s'appelle Sophie qui m'a dit que grosso modo, c'était l'amour qui lui avait pu permettre aussi de retrouver un chemin qui faisait sens. Il y a une femme qui s'appelle Sophie qui m'a dit que l'amour lui avait permis de transcender certaines douleurs et en bougeant d'espace et en ralliant un autre espace dans lequel elle se reconnectait à l'amour, ça lui avait permis de retrouver un espèce de souffle. Et je crois que cette femme qui s'appelle Sophie Clerc avait fondamentalement raison, tout simplement parce que je crois que même si on fait attention à notre alimentation. Et j'essaie, et évidemment, voilà, il y a des choses qui sont d'ordre extrêmement physique, scientifique, tu le dis, hein, il y a des choses inflammatoires, des choses qui sont moins inflammatoires, des choses sur le plan du mouvement, du sport aussi, du sommeil, enfin voilà, tout ça, ce sont des piliers. Mais il y a aussi le poids de l'amour et de l'alignement à l'intérieur de ça, qui, je pense, a plus de poids en l'occurrence, et je pense que vivre, c'est guérir, et que parfois le chemin de la guérison, il est justement entremêlé avec la vie qui attend qu'on la rejoigne. Et quand on la rejoint, elle nous offre un certain cadeau de libération, de justesse, d'alignement qui fait qu'il y a quelque chose qui s'ouvre et que toute la frustration, l'injustice, le mécontentement, la galère, la colère, hein, moi je suis encore toujours en lien avec beaucoup de colère à l'intérieur de moi, et ben ça lui permet de trouver sa raison en fait, parce que on sent qu'à l'intérieur, en fait, on a beau savoir que c'est juste, et moi là, j'essaie vraiment de parler à toutes les personnes qui peut-être font passer la spiritualité, la compréhension, avant parfois la colère ou le côté dragon, on essaie de trouver, avant de le ressentir, de la justesse. Moi, je suis pas sûr qu'on puisse pleinement trouver de la justesse avant de le ressentir sur le chemin quand on le vit. Et effectivement, quand je transcende mes souffrances avec le livre, avec tout ce que, la manière dont j'avance, dont j'accompagne, ben, c'est comme ça qu'apparaît le fait que mon cœur, il se dise, oh, mais j'ai vécu tout ça, mais en fait, ça me donne cette richesse et ça me donne ce chemin. Et donc, c'est à ce moment-là que je touche et je ressens la justesse. Tandis que si je le fais plus tôt, je suis en train de dire à l'enfant qui s'est fait voler sa sucette dans la cour de récréation, c'est super juste, plus tard, tu vas utiliser cette sucette et cette trahison, mais je m'en fous, moi, je voulais ma sucette. Donc, tant que je ressens pas le bénéfice maintenant du fait que ça me donne quelque chose, égotiquement, mentalement, je ne peux pas corroborer cette souffrance, cette injustice qu'avec le fait de me dire c'est juste pour moi. Je le ressens. Et là, finalement, ça s'ancre dans mon corps. Hmm, c'est beau. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur l'équilibrage des perceptions, dans aller ressentir profondément l'intégralité de ce qui s'est passé dans les moments qui nous ont marqués et qui ont ancré parfois des traumas. Je trouve ça génial que tu commences un peu cette interview en parlant du fait que l'humour, c'est de l'amour. Et là, tu viens de nous reparler d'amour. Et tout ton livre, il parle d'amour, en fait. Et toute ta vie, elle parle d'amour. Et puis, on a beaucoup parlé de ça. Et la recherche de l'amour, à la fois transcendantal et physique et purement émotionnel aussi. C'est vraiment une quête pour toi. T'en es où de tout ça? Encore une question bien vaste. Si j'en trouve une plus serrée, Non, non. je te la Non, mais dis. tu sais, les questions vastes, elles obligent à pouvoir être précis aussi, et ça a son intérêt, hein. Euh, Aujourd'hui, où j'en suis, ce que je ressens comme réponse assez intuitive, c'est que j'en suis parfaitement là où je devrais en être pour pouvoir vivre ma vie assez sereinement. Dans le sens où il y a des manques, il y a des vides, mais le chemin que je prends, personnes que je rencontre, tout ce qui m'environne, le garçon que j'ai rencontré aussi, avec lequel je commence à nouer une histoire, font que il y a quelque chose qui est assez plein dans cette absence. Et ça me suffit juste pour continuer mon chemin et aller chercher ce qui continue parfois à manquer, mais sans nécessairement le prisme du manque, puisque je me sens un peu plus rempli. Il n'y a plus cette urgence à remplir la blessure, à colmater un vide béant. Il y a quelque chose qui est présent, puisque même mes douleurs chroniques, elles sont toujours présentes, mais elles sont contenues dans quelqu'un qui vit et qui aime et qui profite et qui arrive à aimer la vie. Voilà, par exemple, je sais que les Noëls ont toujours été une grosse douleur pour moi. Cette année, ben, j'ai mon petit sapin avec mon petit chat juste derrière, voilà, et Trop beau. et qui font qu'en fait, c'est juste assez pour qu'aujourd'hui,
J'aime Noël. Est-ce que tout est facile à Noël? Non. Est-ce que tout est évident? Est-ce que j'ai pas de souffrance? Est-ce que j'ai pas une petite réminiscence de mon enfant intérieur qui me dit, ah Maxime, qui ressent le poids de ce Noël où je ressentais pas d'amour dans ma famille, où je ressentais certaines choses qui étaient difficiles? Il y a toujours de la douleur, mais j'aime Noël et en fait juste assez pour que ce soit un bon moment. Et je le passe comme ça. Et j'ai pas envie de plus. Et comme tu le disais tout à l'heure, je suis plus utopiste sur je veux tout transcender, je veux que ce soit magnifiquement incroyable. C'est bien, c'est bon, et ça me suffit. Mm. C'est beau, ça me touche particulièrement. Ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que cet amour, je le trouve avec une vraie réconciliation avec la manière dont la Terre est constituée, en fait. J'ai Mm. rejeté un peu mon environnement amical d'avant, j'avais rejeté mes parents, j'avais rejeté tout ça parce qu'en fait, on se dit, mais ils ne me comprennent pas, c'est trop violent pour moi et je dois m'en éloigner, hein, j'ai dû nécessairement m'en éloigner. Et à un moment donné, parfois, on se coupe aussi d'une certaine substance. Et quand on arrive à devenir justement cet enfant protecteur avec soi et qu'on ne l'attend plus de la part des autres, il y a quelque chose qui fait qu'on peut plus facilement recheminer et revenir à l'endroit où on souffrait pour y trouver quand même l'amour qu'on n'arrivait pas à recevoir avant. On parle souvent des différentes formes de l'amour avec les accords Toltec, etc. Mais bon, c'est bien mignon, mais quand tu as besoin de recevoir de l'amour, de la manière dont toi tu fonctionnes, c'est difficile parfois de corroborer le fonctionnement des autres, voire impossible d'ailleurs, je dirais, moi dans mon cas, ça a été impossible, avant de moi me nourrir profondément et ensuite de prendre la substance que les autres m'offraient en me disant, effectivement, c'était bien de l'amour depuis tout ce temps et je suis enfin capable de lâcher prise sur le fait que j'ai pas ma forme d'amour, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Et donc ça marche mieux et ça me remplit plus facilement. C'est très puissant parce que j'ai souvent tendance à dire le développement personnel, il est intéressant qu'au profit du développement relationnel. Et en fait, j'ai cette croyance, qui est une croyance hein, que m'a partagée une de mes mentors, qui est que on est venu s'incarner sur cette terre pour relationner et finalement pour à la fois recevoir et transmettre différentes formes d'amour et que finalement bah, le manque d'amour c'est justement ce qui va nous amener à l'amour par contraste et pour nous mettre le focus là où on a envie d'aller et je suis une partisane de dire oui c'est bien le développement personnel il nous apprend à nous aimer nous-mêmes il nous apprend à être déjà bien avec nous à s'apporter bah, cette mère ce père intériorisé etc mais pour moi les guérisons se font dans la relation la, mon premier coach psy, là, le vieux sage dont je parle souvent, m'avait dit, mais c'est là où les psychologues se sont trompés, et je parle d'une époque d'il y a 35 ans, euh, où ils pensent qu'il faut surtout pas envoyer d'amour à ses patients. Il faut surtout pas connecter avec eux d'un point de vue émotionnel profond. Et c'est l'empathie qui guérit avant tout. Et c'est donc cette reliance, le fait qu'on soit reliés les uns aux autres, qui va Et guérir. je pense qu'on a voulu faire de l'accompagnement parfois quelque chose de beaucoup plus distant. Alors, il y a une posture à trouver, hein, c'est évident, surtout quand on a la facilité de rejoindre le syndrome du sauveur et qu'on est accompagnant. Mm. Mais il y a un Oui. endroit où quand les choses sont claires, quand la confiance est posée, quand le cadre est posé, on a besoin d'envoyer de l'amour et de l'amour. Et souvent, c'est ce qui peut vraiment suffire pour certaines personnes de se sentir tellement accueillies, portées et vues pour ce qu'elles sont, que ça crée cette délivrance finalement. Moi, j'adore les neurosciences, j'adore les accompagnements psychologiques, mais je sais que quand une séance commence, il y a quelque chose qui fait que tout disparaît et j'essaie de me contenter de me dire, allez hop, rah, c'est toi et l'histoire de quelqu'un d'autre qui peut être lue à travers le prisme de ton histoire avec l'humilité que ça englobe. Et je crois que parfois, c'est ce qui fait vraiment du bien. Et c'est ce qui, moi, m'a fait du bien, hein. Parce que quand je suis revenu sur Paris, j'ai dû reprendre des accompagnements psychologiques et j'ai souffert, en fait, de justement cette distance ou cette volonté de compréhension, ou je sais pas comment dire, le fait de se reposer sur des techniques d'apprentissage, d'énième formation pour pouvoir apporter des outils, des conseils, des outils, des conseils, des outils, j'en peux plus des outils et des conseils. Je les ai d'une certaine manière. Et effectivement, on a besoin que l'autre ouvre son cœur pour comprendre ce qui ne peut pas être compris par les mots, parce que ce qu'on a besoin de comprendre, c'est beaucoup d'énergie, somme toute. Et souvent, moi, quand j'essaie d'expliquer tout ce qui me caractérisait, c'est sûr que si quelqu'un essaie de faire des liens avec sa tête, il est foutu. Parce que on est sur tellement de personnalités, tellement de blessures qui s'enchevêtrent, et en fait, même moi, si je commence à essayer de comprendre, à essayer de tout rationaliser, je suis foutu. Et j'essaie de homéostasiser tout ça, de le rendre plus,
vivable avec juste la réunion de toutes ces parts, comme ça peut être. Mmh. Écoute, j'ai envie de terminer là-dessus. Vraiment, pour moi, je suis partie à San Francisco il y a 16 ans pour me former à cette école de réunification de toutes nos parts, hein. Integral coaching, c'est vraiment l'intégration et la réunification de toutes nos parts, surtout les parts qu'on a rejetées, surtout les parts qu'on a blessées. Donc, je trouve ça magnifique. Est-ce que tu as envie peut-être de conclure, de dire quelque chose par rapport à ton livre, par rapport à toi? Est-ce que tu as envie de partager à ceux qui nous écouteront? J'ai juste envie de dire aux gens de vivre le plus possible et de voir que finalement la vie peut plus les guérir qu'autre chose. Alors c'est magnifique d'être accompagné, on a besoin d'accompagnants, c'est certain. Mais écoutez, les parts les plus... Les parts de toutes les parts de vous-même qui parlent à voix basse, essayez de les faire parler à un curseur un peu plus haut et vous verrez qu'il y a quelque chose qui peut s'ouvrir profondément et qui peut juste faire des merveilles à votre place. Hmm. Laisser faire le processus Ouais, et, et choisir de vivre pleinement plutôt que de chercher absolument le bonheur immédiat. Je crois de que se c'est ça le livrer, message. de se livrer à la vie parce que je crois que la vie essaie de nous rejoindre plus qu'on ne le croit. Hmm. Ouf, des petits frissons. J'ai envie vraiment de terminer là-dessus. Merci infiniment, Maxime, pour ta belle lumière, ta belle authenticité, ces messages d'espoir aussi. T'es quelqu'un de lumineux, t'es quelqu'un d'humoristique, t'es quelqu'un qui nous apporte tellement de plaisir et de joie quand on lit ce que t'écris et quand on regarde tes vidéos. Et en même temps, on sent que tu as traversé des nuits noires. Et je crois que les jeunes aujourd'hui ont vraiment besoin d'entendre et de lire ce que t'écris, surtout ceux qui sont désespérés, justement et parce que tu sais les rejoindre aussi. Voilà, t'es pas dans ce positivisme que moi aussi je rejette. Et pourtant, t'apportes tellement de belles choses. Merci beaucoup. Merci de ce lien qu'on peut avoir et à bientôt. Ouais, à bientôt, Sophie. Merci beaucoup. Je suis tout heureux parce que de réaliser aussi ce chemin en même temps que toi, c'est encore une manière de le consolider, de me dire, regarde, regarde, on en fait quelque chose de tout ça. Plein de Mhm. cœur à toi, plein d'amour et plein d'amour à tous ceux qui nous écoutent. Il y a que ça de vrai. Et de vivre pleinement. Et vivre pleinement, c'est dans les hauts et dans les bas. Ouais, c'est ça. Et de s'abandonner au processus, mais ne pas s'abandonner soi-même dans le processus. Exactement, tout est dans la nuance. Gros bisous. Bye. Merci, Sophie. Ciao, ciao.